Bonjour, здравствуйте. Vous avez le micro coupé, c'est normal. Si vous voulez l'activer pour me parler, vous pouvez, hein. Mais après, il faudra le recouper. Euh, alors, il y a une autre personne. Hop. Bonjour tout le monde. Je vais... Alors, ouais, vous êtes déjà trois. Merci d'être venus. Vos micros sont coupés et vos caméras aussi par défaut. Euh, Je pense qu'on aura l'occasion de se parler peut-être après le webinaire, c'est-à-dire après ma présentation. Oui, bonjour. Bonjour. Si vous voyez quelqu'un, c'est que moi qui le vois, qui vous voit en fait, parce que c'est un mode qui s'appelle Focus dans Zoom. Du coup, on ne va pas tous se voir, hein. Vous allez me voir et moi, je vais voir certaines personnes. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, c'est vraiment comme vous voulez. Ouais. Ok. Alors, bonjour, merci d'être là. On attend un peu le temps que les gens se connectent. Ok. Bonjour. Alors, je vois Olivier, mais personne d'autre ne le voit, hein. C'est bien correct. Je vois aussi Maya. En fait, je vous conseillerais peut-être d'éteindre vos caméras parce que comme on sera en mode présentation, c'est mieux. Vous m'entendez, hein? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Привет. Привет, да, да, вижу. Ok. Alors, si vous m'entendez, c'est cool. Здравствуйте. Je ne vais pas beaucoup parler russe, mais je vais vous apprendre quand même quelques mots pendant la présentation. Pour certains, ça ne va pas être une nouveauté puisque vous parlez déjà. Есть люди, которые говорят. Et pour d'autres, il y aura peut-être des choses à apprendre. Donc, je continue à accepter les gens qui se rejoignent, qui nous rejoignent, pardon. Привет, да, всем привет, я тоже напишу. Всем привет, bonjour tout le monde. S'il y a des gens, est-ce que vous pouvez m'écrire s'il y a des gens qui parlent bien russe, est-ce que vous pouvez vous identifier? Alors, bien, qui parle russe tout court? Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat? C'est moi, je parle russe, ou je connais un peu, ou voilà, j'ai des bases. Так, привет, да, всем привет. Je parle russe, merci. Marianne, oui, bonjour Marianne. Des difficultés pour l'oral, c'est bien normal quand il n'y a pas de pratique, hein, c'est tout à fait compréhensible. Ok, super. Donc, on a déjà deux personnes qui parlent russe, peut-être même trois, hein. Olivier qui a écrit en russe. Ok, parfait. Alors, on attend encore un tout petit peu. Il est 11h01, donc j'attends un tout petit peu. Peut-être il y aura... Нет, но я учусь. Bravo aussi. Bah, vous parlez alors, si vous écrivez en russe, c'est que vous connaissez déjà la langue. C'est parfait. Oui. Alors, Maya, je vous vois, hein, tout va bien. Votre micro est coupé. C'est normal, hein, c'est normal. Le micro est coupé par défaut pour tous ceux qui ont rejoint. Maya, René, vous m'entendez? Ouais, je crois, hein. Je vois des gens que je connais, désolée, donc je leur parle directement. Alors, oui, on attend encore une ou deux minutes. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Inga Vandelin, je suis russe, alors d'origine russe. Je suis née en Russie, dans le sud. Tout le monde demande, pas à Moscou, pas à Saint-Pétersbourg. Ma ville natale, c'est Krasnodar. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous l'écrire en russe d'abord, Krasnodar, et puis en français. Je suis sûre qu'il y a des gens qui connaissent à cause du foot, parce qu'il y a 2 ans, je pense, l'équipe de foot de Krasnodar a gagné, je ne sais plus quelle partie de la Coupe européenne, un truc comme ça. Et donc, j'ai rencontré des gens qui connaissaient ma ville natale à cause de ça. Voilà, donc je suis prof de russe, je travaille uniquement en ligne et j'organise des cours pour débutants, pour des gens plus avancés, des cours collectifs et individuels, bien sûr, et aussi des cours de conversation qui vont reprendre bientôt.
Voilà, donc ça, c'est pour ma présentation. S'il y a des gens qui veulent se présenter succinctement, allez-y. C'est vraiment, vous êtes les bienvenus, comme ça, dans le chat, rapidement, comme ça, on se connaisse mieux. Si vous avez envie, ce n'est pas obligé. Alors, il y a une personne qui nous a rejoint. Et on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense, au total. Très bien. Je ne vais pas tarder à commencer la présentation. Alors, personne ne veut se présenter, d'accord. Bon, c'est comme vous voulez. OK. Alors, donc, on est là pour un atelier de cuisine russe. Atelier, c'est peut-être un terme un peu... Hop, attendez, je vais juste penser hop, il y a quelqu'un d'autre. Atelier ou présentation. Меня зовут Ани, мне 64 лет или года. 64 года, Ани. Oui, 64 года. Jusqu'à la chiffre 4, on dit года. 2, 3, 4, года. Après, c'est лет. 65 лет в следующем году. Отлично. Спасибо большое, что представились. Merci beaucoup de vous être présenté. OK. Qui ne parle pas du tout russe? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui ne parle pas, ne comprend pas, pour qui c'est tout à fait nouveau? Est-ce que vous pouvez vous identifier dans le chat, s'il vous plaît? Alors, apparemment non. Bah, très bien, hein? Ça facilite les choses. OK. Du coup, juste une seconde, je vais essayer de lancer la présentation. J'espère que ça me réussit, hein? Pas comme la dernière fois. Je suis désolée pour la dernière fois, d'ailleurs. Et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'était complètement inattendu pour moi. Normalement, je maîtrise la techno, mais là, hop, il y avait un vrai souci. Alors, est-ce que je vais mettre le slideshow? Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me le dire dans le chat? Voyez-vous mon écran? Mes jolis légumes. Ouais, je vais aller vers le début, vers la slide. Ah oui, d'accord. Bon, je suis à la slide. Comme ça, vous voyez toute la présentation. Parfait. Attendez, je vais essayer d'aller vers la slide numéro 1. Hop, c'est ça. Est-ce que vous voyez ma présentation? Écrivez-moi oui, non dans le chat, s'il vous plaît. Вы видите мой экран, мою презентацию? Oui, parfait. Pour Stéphane, c'est bon. OK, Olivier aussi, les autres aussi, j'espère. Normalement, ça doit être bon pour tout le monde. Замечательно. Так, одну секунду, я посмотрю. Да, нас 7. Прекрасно. On est 7. C'est parfait. Je vais commencer. Si vous avez des questions en cours Да, привет, Christophe. Спасибо, да, поняла. Si vous avez des questions en cours de ma présentation, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire. Alors, est-ce que je réagis tout de suite ou pas? On va voir. Je vais essayer. Mais en tout cas, je vais les prendre toutes ces questions après, c'est sûr. Mais vous pouvez écrire en cours de route. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la cuisine russe que vous connaissez sûrement. Certains nombre d'entre vous, vous devez la connaître. Cette première image, c'est pour vous présenter, pas tellement la cuisine, mais la représentation d'un rituel que beaucoup de Russes aiment, le rituel de thé, même s'il n'est pas aussi développé qu'au Japon. Ben, chez nous aussi, il y a un rituel de thé. Et c'est le tableau de Boris Kostodiev, un peintre très, très connu du début du XXe siècle. Donc, femme de marchand prenant le thé. J'espère que vous appréciez le tableau. Moi, je l'aime beaucoup. OK. J'ai une question pour vous. La cuisine russe est surtout connue pour vous ou en France ou en général, à votre avis, pour quel type de plat? Est-ce que vous pouvez me l'écrire dans le chat si vous avez des idées? Alors là, Marianne, je n'ai pas bien compris. Borsch, OK. D'autres idées? Marianne, vous avez écrit en cyrillique en pensant en français. J'ai du mal à traduire.
réessayer. Borsch, ok. D'autres idées? Est-ce que ce sont des soupes, des salades, des plats principaux, des gâteaux peut-être? Vodka, отлично. Salade d'olivier, d'accord. Ikra, oui, du caviar. Oui, c'est vrai. Euh, пельмени, les raviolis, блины. D'accord. Donc, on a une variété de щи, отлично. Super. Сразу видно, on voit tout de suite que Marianne a vécu peut-être en Russie, hein, щи, parce que je ne pense pas que c'est très connu en France, mais on va voir ça. Alors, super, merci beaucoup pour vos suggestions. Génial. Il y a juste quelqu'un qui essaie de nous joindre. Hop, Emna, pardon. Voilà, c'est bon. J'ai mes propres suggestions et euh, hop, je suis en train de laisser les gens entrer. Euh, je pense que les soupes, c'est quand même quelque chose qui est très, très connu. Nombre d'entre vous ont évoqué borsch, effectivement. Ensuite, pour moi, viennent les entrées marinées, les fameux cornichons russes ou à la russe. Voilà. Bon, j'ai acheté ça au supermarché hier pour tester une énième fois ce qu'on appelle les cornichons à la russe et qu'on vend en France. Le résultat, comme toujours, c'est pas bon. C'est pas les cornichons russes salés, c'est autre chose, mais bon, il faut toujours essayer. Ok, ensuite viennent les bouillies ou les... En France, on connaît cacha. Pour nous, le terme est beaucoup plus large, vous allez voir ça. En tout cas, c'est mon avis. Et ensuite viennent les macédoines de légumes de type salade d'olivier et les gâteaux. Alors, je veux le présenter un peu d'histoire de la cuisine russe, un sujet complètement passionnant. En tout cas, moi, j'ai découvert beaucoup de choses quand je préparais cette présentation. Et peu de choses sont connues avant le XVIIe siècle parce qu'il n'y avait pas de tableau de vie quotidienne qui pourrait représenter ça. Il n'y avait pas tellement de livres non plus qui décriraient ce que les Russes mangeaient au Moyen Âge. Mais on a quand même quelques bouts d'informations. Et avant le XVIIe siècle, donc les Russes, surtout les paysans, après la noblesse, c'est une autre histoire, mais quand même la base était commune pour tout le monde, se nourrissaient des racines principalement, qu'on va appeler légumes. Les graines de tournesol, ok, pour moi ce sont les harengs, le manteau de fourrure, ok, très bien, merci, on va voir tout ça, ça va venir à tous les plats que vous avez évoqués. Donc avant le XVIIe siècle, on mange surtout des légumes et puis des légumineuses comme des pois, des haricots aussi, navets, betteraves, choux. Ça fait vraiment la base de toute table russe à l'époque, mais comme on va le voir même aujourd'hui, les plus connus plats russes euh, utilisent ces ingrédients. Et au niveau des plats, on est plutôt dans les soupes de toutes sortes, peut-être aussi des potages, des pot-au-feu, mais surtout aux légumes. Il n'y a pas beaucoup de viande parce que bon, la viande est rare sur la table des paysans. Je pense que c'est vrai pour la Russie et pour l'Europe en général. Et en France, je pense que c'était un peu la même histoire. Alors, donc, il y a aussi beaucoup de céréales, bien sûr, le blé, orge, seigle, sarrasin, le fameux sarrasin qui est pour lequel justement la Russie est connue même ici, le kasha. Il y a des bouillies et je les mets au pluriel parce que comme vous allez voir, pour nous, c'est tout un concept la bouillie. C'est pas que le kasha de sarrasin. Il y a des plats à base de farine, beaucoup. Crêpes, raviolis, pelmeni en russe, toutes sortes de tourtes et de pains farcis. On aime beaucoup des pains farcis. Qui connaît le nom des pains farcis en russe? Allez-y dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Les petits pains comme ça, fourrés de viande ou de... ça peut être des choux, ça peut être toutes sortes de farces. Qui peut me donner ce nom, s'il vous plaît? En n'importe quelle transcription, hein. Cyrillique ou français. Ou... J'attends. Alors, пирожки. Спасибо, Marianne. Да, en effet, c'est пирожки, des petits pains farcis. Vous allez me dire si vous connaissez ou pas. Je ne sais pas. Vous connaissez le concept, même si vous ne connaissez pas le nom? Oui, non. Hmm.
Oui, d'accord. Christophe, non. Olivier, non. D'accord. Olivier, c'est à découvrir, vraiment. C'est très, très bon. C'est à découvrir. Oui, il existe beaucoup dans les pays slaves. C'est vrai, c'est pas que russe, je suis d'accord. Mais nous, on les aime tellement qu'on attribue. C'est un peu normal, non? Alors, ensuite, donc un peu de vocabulaire, mais comme nombre d'entre vous parlent déjà le russe, je ne sais pas si ça va être très intéressant, mais quand on va les reprendre. Donc là, la farine, la base de tous les gâteaux. Merci, effectivement, farine. Ensuite, kasha. Et là, je vous présente le kasha dans le sens français de sarrasin, n'est-ce pas? Mais pour nous, il existe toutes sortes de kasha, de bouillies. Je vois une cache. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Est-ce que vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un peut-être qui vient de... Ouais. Ah non, il ne fallait pas partir, il fallait juste éteindre le micro. Bon, ok, on va voir. Alors, donc ça, c'est la bouillie de sarrasin. Mais il existe nombre d'autres bouillies. On prend n'importe quelle céréale et on y va. Овсяная каша. Овсяная каша, bouillie d'avoine. Donc, des flocons d'avoine qu'on fait bouillir dans de l'eau ou dans du lait aussi. Pour les enfants, c'est très, très courant. Рисовая каша, рисовая, à base de riz. Et on l'appelle рисовая каша bouillie de riz. Et vous pouvez avoir toutes sortes de céréales comme ça, combinées. Alors, et qu'on va appeler kasha pour nous, parce que c'est une sorte de présentation, enfin, de façon de cuisiner. Voilà, ceci pour les kashas qui, depuis des siècles, nous accompagnent. On le mange toujours dans la vie de tous les jours. Peut-être pas tellement au restaurant, mais chez les gens, vous trouvez toujours des kashas. Et finalement, pour finir de parler de l'époque avant le XVIIe siècle, les gens mangeaient beaucoup de fruits, de noix, de miel, tout ce qu'ils trouvaient dans la forêt et tout ce qu'ils ont commencé à cultiver. Donc, du coup, les premières confitures ont apparu. Qui connaît le mot russe pour la confiture? Allez-y dans le chat si vous le connaissez. Est-ce que vous pouvez le taper, s'il vous plaît, dans le chat si vous connaissez le mot confiture? Je ne me souviens plus. OK. Alors, d'autres tentatives peut-être? Non? Non? Non. Je vais l'écrire варенье. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le cyrillique, ça va être plus ou moins ça. Oui, oui, варенье. OK. Donc, des desserts qui étaient tous faits à base de miel. Le sucre était réservé à la noblesse. Donc, ce n'était pas très courant avant le 19e siècle, le sucre en Russie. Et il y a toutes sortes de boissons fermentées. Et là, je vais essayer de lancer, pardon, voilà, la boisson russe la plus connue. Est-ce que vous la connaissez? C'est quoi comme boisson? Est-ce que vous pouvez me donner le nom? Et je vais préparer un petit... est-ce que je vais essayer? Voilà, j'essaie de lancer un petit sondage. Est-ce que vous voyez le sondage sur votre écran et vous pouvez répondre? Problème de batterie. OK. Pas de problème, Marianne. Oui, bien sûr. Alors, oui, boisson fermentée russe la plus connue, bière, kéfir ou kvass. Il y a 4 réponses, mais il y a plus de monde dans... Ouais, 6 réponses, parfait. 7 réponses. Encore une réponse peut-être ou deux? 8. Super. Donc, vous êtes tous d'accord pour kvass. Merci et c'est bien vrai. C'est la bonne réponse. Donc, je vous partage les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats? 6 sur 8. Vous avez répondu kvass et c'est effectivement la bonne réponse. Kvass apparaît sous toutes les formes. Vous pouvez l'avoir en couleur plutôt claire, comme ici. Alors, est-ce qu'elle est claire? Oui, elle est quand même plutôt claire que sombre. C'est une boisson fermentée qui se fait à base de plein de choses. Ça peut être des céréales, le pain. Mes grands-parents, par exemple, le faisaient dans
énorme bocal de 15 litres qui était posé dans la cuisine sous l'évier et il y avait toujours du kvass qui était en train de fermenter, voilà, à base de pain noir. Mais on peut le produire à base d'autres produits aussi. Ça peut avoir cette couleur-là. C'est comme la bière, de toutes les couleurs, vraiment, et pour tous les goûts. Les enfants boivent ça, hein, et pas que les enfants, comme on voit sur cette affiche de 1959, ils disent. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie affiche ou c'est stylisé, mais peut-être que c'est vrai aussi. Et on voit un monsieur qui est assez âgé, qui adore Kvass, mais les enfants en boivent aussi. Alors, donc, pour récapituler, avant le XVIIe siècle, la table russe était composée surtout de plats à base de légumes, de légumineuses, céréales, fruits, noix et miel. Il n'y avait pas beaucoup de viande et ce n'était pas très élaboré comme cuisine, je veux dire. Arrive le XVIIe siècle et ce qu'on appelle la cuisine de l'ancienne Moscovie. En russe, ce serait Stara Moskovskaya Kuchnia. C'est une période dans le développement dans la cuisine russe qui est surtout connue pour l'apparition de la viande sur la table, surtout de la noblesse, bien sûr, mais les gens commencent à y avoir un peu plus d'accès aussi. Et toutes sortes de soupes et de pot-au-feu se développent vraiment une variété et on garde cet héritage, cette variété de soupes aujourd'hui aussi. Je pense que si la cuisine russe a des plats différents, une catégorie qui a le plus de variété, c'est les soupes. Voilà. Et on commence à introduire des produits un peu exotiques qui viennent avec les marchands venant d'Asie, je pense, ou peut-être même de la Méditerranée. Il y a le citron et les olives qui apparaissent sur les tables russes et qui servent de base pour les soupes acides. Donc, on a deux soupes acides, on va le voir tout de suite, rasolnik et salanka, pour lesquelles on utilise des citrons et des olives. Alors, il y a bien sûr le caviar qui commence à partir de la fin du XVIe siècle, en fait. Le caviar apparaît sur la table de la noblesse et je ne sais pas exactement pourquoi. Oui, ça doit être dû à la conquête de tout ce qui est la Sibérie, côté l'Oural, le Volga, le fleuve ouais, le XVIIe siècle, c'est la conquête de la Sibérie en général. Je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'à l'extrême-orient russe, je ne suis pas sûre là de l'histoire, mais le caviar est introduite dans la cuisine russe, qui devient d'ailleurs de plus en plus sophistiquée. Le XVIIIe siècle, donc, c'est l'époque de Pierre le Grand, qui est connu pour plein de réformes. Il a tout réformé, à commencer par l'armée et à finir par ce qu'on mange ou ce qu'on boit. Donc, c'est un très grand réformateur qui est aimé et détesté à la fois par beaucoup de Russes, et d'ailleurs pour des raisons complètement différentes, souvent. Voilà, donc ça c'est un portrait d'un Français justement. Il y avait déjà des contacts avec la France. Pierre le Grand a fait un voyage en 1717 et il a été peint par Jean-Marc Natier. En XVIIIe siècle, il y a la grande révolution sur la table russe, c'est la patate, les pommes de terre qui sont introduites. Avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer que la patate ne faisait pas partie de la table russe avant, il y a encore 200 ans, mais en fait, c'est bien vrai et ça devient un ingrédient de base, au début pour la noblesse uniquement et ensuite pour tout le monde. Il y a aussi, bon là, j'avais lu dans un article que les haricots sont devenus très répandus. Il me semble qu'ils existaient déjà, parce qu'on a dans les contes, par exemple, on parle déjà des haricots. Bon, je les ai mis quand même. Le céleri, qui apparemment était introduit aussi au XVIIIe siècle et n'était pas cultivé en Russie avant. Le tournesol qui apparaît, commence à être très cultivé, le persil, les aubergines et surtout, ce qui va marquer
le développement de la cuisine en sens propre, c'est les contacts avec l'Europe. Pierre le Grand, il a fait plusieurs voyages en Europe. Il a amené beaucoup de nouvelles choses, hein, que ce soit des produits ou des traditions, la façon de vivre. Il tenait vraiment à les introduire dans la vie des Russes. Du coup, parmi les nouveautés, les choses qu'on ne connaissait pas avant, apparaît le sandwich. Le petit sandwich présenté ici sous cette forme-là, je ne sais pas quelle forme ça avait exactement au XVIIIe siècle, mais du pain avec des choses posées dessus, apparemment, avant, ça n'existait pas en Russie. Et voilà, il a fait son apparition, le sandwich. Le beurre aussi n'était pas très répandu. Ça paraît bizarre, mais c'est ce que j'ai repéré dans les articles que j'ai lus. Le fromage, ça me paraît pas bizarre parce que même aujourd'hui en Russie, le fromage purement russe, c'est pas aussi développé, il n'y a pas autant de variétés que les fromages français, donc c'est pas étonnant que ce soit une introduction assez récente. En russe, le sandwich a reçu le nom allemand Butterbrot. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'allemand, Butter, c'est le beurre. Et Brot, en allemand, c'est le pain. Voilà, Butterbrot russe. C'est un mot qui nous est venu d'Allemagne. Et aujourd'hui, tout le monde mange ça, bien sûr. Tout le monde connaît Butterbrot. Si vous avez des questions en cours de route, allez-y. J'aimerais bien en voir un peu, sinon je pars toute seule. Et ça me plaît bien, hein, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. J'attends un peu. Ouais, non, ça va peut-être venir. Donc, Pierre le Grand fait venir des chefs de cuisine étrangers, allemands notamment, hollandais, pas tellement français au XVIIIe siècle. Le XVIIIe, c'est quand même le siècle des contacts avec l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre, plus qu'avec la France, mais ça vient. Hein. Le XIXe n'est pas loin. Voilà. Et ce siècle-là aussi, il est connu pour l'apparition du mot soupe, qui avant n'existait pas en russe. Parce que le plat existait, bien sûr, comme je vous ai dit, il est super connu, il y a beaucoup de variétés, mais on l'appelait en russe parlopka. Parlopka. Je vous ai noté le mot sur la présentation. Et le mot soupe est un mot étranger qui fait son apparition au XVIIIe siècle et qui devient le mot pour ce genre de plat. Aujourd'hui, on n'utilise que ça. Parlopka, oui, on connaît pour moi, par exemple, parlopka aujourd'hui, c'est une soupe très où il y a beaucoup d'eau et pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est une soupe assez maigre, on va dire. Je dirais c'est parlopka. Mais sinon, une soupe normale, c'est soupe. C'est le mot qui est resté depuis le XVIIIe siècle et qui vit toujours. Vin champagne. Alors, vin champagne, est-ce que je vais parler du vin de champagne ou est-ce que les Français ont amené? Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre commentaire, Christophe? Donc, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous voulez dire par vin champagne, s'il vous plaît. Donc, la soupe reçoit son nom, le café, même il avait été introduit en Russie avant Pierre le Grand, déjà au XVIe siècle, les gens connaissaient ça, enfin, les gens, surtout bien sûr les nobles. Mais Pierre le Grand commence à imposer, vraiment, il imposait beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs c'était un réformateur. Donc, on l'aime et on le déteste, parce que les nouvelles choses, c'est bien, mais quand on les impose, c'est moins sympa, tout simplement. Et donc, Pierre le Grand imposait l'usage du café, le fait que les gens boivent du café dans l'aristocratie, aussi les couches
on va dire, pas moyenne. À l'époque, ça n'existait pas tout ce qui était la bourgeoisie de l'époque. Et apparemment, il y a même des légendes comme quoi il pouvait se rendre dans une maison d'un noble, par exemple, à l'heure de manger, et il demandait du café et il vérifiait si les gens buvaient vraiment du café. Donc, les gens en avaient toujours en stock pour, si jamais le tsar vient, qu'il puisse lui servir du café. Mais en réalité, il ne savait pas le préparer, il ne l'aimait pas et il préférait toujours le chai, le thé. Alors, c'est une légende, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on se raconte. Euh, il est introduit peu à peu, il rentre dans les mœurs par imposition, mais aussi après par habitude. Et aujourd'hui, en Russie, tout le monde boit les deux. Il y a du café et du thé. En Provence, peut-être les gens préfèrent plus le thé, mais le café est très connu aussi. Et on le prépare toujours à la turque depuis le 17e ou même avant et jusqu'à aujourd'hui. Euh, Pas dans les cafés, bien sûr, il y a des machines comme partout, mais chez soi, souvent, c'est un petit récipient comme ça où on fait, pas bouillir, mais on fait revenir le café dans de l'eau froide. Alors, arrive le 19e siècle, vin champagne, différents vins russes. Ouh, mais mes amis russes aiment le vin rouge, pas blanc. Oui, c'est vrai, les Russes aiment le vin rouge et pas blanc. Ok, j'allais pas parler de vin, mais je vais me noter, peut-être que j'ai quelques mots à dire à la fin. Donc, arrive le 19e siècle et c'est le siècle qui est très imprégné par les influences françaises, italiennes, allemandes, de toutes sortes. On est vraiment, vraiment en contact avec l'Europe. Et ça a bien duré pendant plus que 2 siècles. J'espère que ça va, ça va revenir. C'est ce que j'espère. Donc, les influences françaises, italiennes et aussi d'autres, la cuisine se développe, elle devient plus sophistiquée. Et là, je n'ai pas trouvé beaucoup de références, genre ici à la création de nouveaux plats. Oui, bien sûr, il y en a, mais je ne peux pas dire exactement lesquels. Ça aurait été un autre cours. Là, l'introduction historique, je l'avais pensé un peu courte. Mais ce qui fait apparition, c'est des entrées à la française, hein, les petits canapés comme ça. Ça n'existait pas avant. On peut dire, c'est une variété, une variation de petits sandwichs. Mais en tout cas, avant, on ne le savait pas. On les appelle zakouski. On emploie le mot russe pour parler de ce genre d'entrée. Voilà. Il y a deux nouvelles créations, toujours sous influence française, étrangère, salade à l'évier, que nombre d'entre vous connaissent et qui s'appelle la salade russe. Apparemment, elle a reçu son nom d'un chef cuisinier français qui travaillait à Moscou et qui s'appelait Lucien Olivier. Alors, j'ai lu qu'il était français, donc du coup venu de France, et j'ai aussi lu qu'il était russe d'origine française, c'est-à-dire ses aïeuls sont venus de France. Je ne sais pas ce qui est vraiment vrai. Et en tout cas, apparemment, c'est lui qui l'a inventé au 19e siècle et la salade a reçu son nom. Et c'est difficile d'appeler ça une salade parce que c'est plus une macédoine de légumes, hein. Il n'y a pas de base verte dans toutes ces salades. Il y a plus de mayonnaise que d'huile, par exemple. Et on va aller voir un peu les salades un peu plus tard. Alors, d'autres apparitions, ou pardon, adaptations d'origine étrangère. Napoléon, pardon, en russe Napoléon, une très fameuse pâtisserie russe qui a été adaptée, on va dire, peut-être calquée, hein, en tout cas empruntée du millefeuille français. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? D'emprunter? Je ne sais pas. Ce n'est pas bien, je n'ai pas compris. OK. Donc, en tout cas, voilà, on a pris le millefeuille français et on en a fait une adaptation qui est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de crème, je dirais, que dans le millefeuille français. Euh, les Russes adorent ça. Pour tous les anniversaires, pour toutes les dates importantes, il y a toujours un millefeuille qu'on essaie de préparer ou d'acheter. Torte Napoléon.
en russe. Tort, Napoléon. Tort, c'est le nom de grandes pâtisseries comme ça. C'est pas tarte en français. C'est un faux ami en fait. C'est un énorme truc, bon, énorme. En tout cas, c'est grand. Hein, c'est pas des petites pâtisseries qu'on va après couper en morceaux et ça devient des petites pâtisseries. Et depuis toujours, on a des entrées à la russe. Et donc, au 19e siècle, la table devient riche en toutes sortes de plats et d'entrées. Et les salés, il y a en russe des entrées salées ou marinées, ils trouvent bien leur place et restent sur notre table jusqu'à présent. Ce sont des légumes qu'on prépare d'habitude dans des gros bocaux comme ça, avec du sel. On met beaucoup moins de marinade à base acide, genre vinaigre. On ajoute plus de sel dans la cuisine russe. Voilà. Donc, ah oui. Et là, j'allais parler des soupes. Donc, c'était tout pour l'histoire. Si vous avez des questions par rapport à l'histoire de la cuisine, n'hésitez pas. Napoléon, pour fêter une victoire, moi, n'en mangerai pas. D'accord. OK. Pas de questions pour l'instant. Donc, les soupes, je vais vous présenter un peu les soupes les plus connues. C'est vraiment la reine, la soupe, c'est la reine de la cuisine russe. Et toutes, elles ont comme base des légumes. Et donc, la base des bases, c'est le chou kapusta en russe, et l'oignon aussi. Et la soupe de base, pareil, la plus connue et qui a le plus de variations possibles, s'appelle chi. Je sais qu'il y a différentes façons d'écrire ce mot en français, en anglais, souvent très compliqué avec S, C, H et même doublé plusieurs fois. Moi, je l'ai écrit juste C-H-I parce que je trouve que ça correspond parfaitement au son russe. Chi. Si vous lisez comme ça en français, ça donne ça. Voilà, une soupe de base. Vous pouvez ajouter bien sûr des carottes, des verdures. Après, toutes les variations sont possibles, mais chou et oignon, c'est la base. Alors, un peu de vocabulaire. Kapusta, que vous connaissez sûrement, juste pour rappel. Pardon. Louk, l'oignon. Il est beaucoup utilisé vraiment dans toutes sortes de soupes. Markov ou bien markovka. Shidakash pishanasha. Alors, Hélène, bravo. Vous connaissez le proverbe russe. Donc, les autres, si vous regardez les commentaires, le chat, Hélène nous a écrit, merci beaucoup Hélène, un magnifique proverbe. Shidakasha pishanasha. Donc, le shi, la soupe, et le kasha, la bouillie, c'est notre nourriture. J'allais ajouter de base. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup pour ce proverbe. Alors, Marianne, tu m'as écrit un message direct et en fait, j'arrive pas à le voir, tu sais. Ouais, non, je ne sais pas comment le voir là en direct, désolée. Marianne, direct message. Si tu m'as écrit un message, non, je vois pas, je clique dessus et il paraît pas. Salade Olivier. Salade Olivier. Что салат Tu Olivier? nous en as parlé, c'est bon, tu nous en as parlé. C'est bon. Oui, ok. Oui, bon. Mais tu peux écrire, tu sais, n'écris pas un message. Bah, sauf s'il y a des choses vraiment secrètes, écris à tout le monde. Regarde, tu fixes le chat là pour écrire à tout le monde, ok? Нашла, извини. Хорошо, ничего. Спасибо. Ok, Markov, il est Markovka. Markovka, on dit souvent, beaucoup plus souvent. Markov, c'est le nom dans le dictionnaire ou aussi peut-être au supermarché. Mais dans la vie de tous les jours, les gens disent Markovka. Et moi, j'ai perdu le chat aussi. Attendez, juste, je vais vous l'écrire ici. Markovka. Un autre élément très important, effectivement, dans toute la cuisine russe. Les légumes sont importants de façon générale. Ensuite vient le mot que vous connaissez tous, borщ.
pareil, pour l'orthographe, à chaque fois, c'est un casse-tête, alors qu'en russe, c'est juste une lettre qui exprime bien le son ch. C'est une sorte de ch très, très mouillé, ch, qui en français apparaît devant les mots comme chine, chine. Donc, quand vous dites chine en français ou échine de porc, vous prononcez ce son ch. Ура, нашла. Ok, молодец. Борщ. Donc, borщ, on peut dire que c'est une variation de la soupe qu'on vient de voir, des chi. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes éléments de base, kapusta, luk, markov, et on ajoute, qui connaît le nom russe de betterave, de ce légume. Transcription be enabled for the meeting. Ouais, bah, Maya, non, Maya, vous voulez que... Attendez, vous voulez vraiment, Maya, que je vous lance la transcription de... Non, je pense que vous avez fait un faux mouvement, hein. Désolée, je ne vais pas faire ça. Ok, Svelka, Svekla, ouais. Annie, je pense Anne, non, parce que c'est Annie, non, votre prénom. Je vois que le nom de famille. Annie, oui, enchantée. Donc, merci beaucoup, Annie. Svekla, Svekla. Oh, pardon, je me suis trompée. Je crée encore une fois. Svekla. Il faut juste mettre les Svekla. Parfait, oui. C'est les betteraves. Et c'est la base de borщ. Dans la région du sud d'où je viens, on peut faire borщ à base des tomates, en fait. Mais il ne faut pas le dire aux vrais cuisiniers russes parce qu'ils n'acceptent pas. Borщ, c'est les betteraves. Donc, je me l'enseigne comme ça. Svekla. C'est l'ingrédient vraiment indispensable. Personnellement, je l'adore. C'est l'un de mes légumes préférés et j'ai beaucoup de mal à en trouver de bonne qualité crue parce que je le mange cru. J'aime beaucoup ça. Et il faut aller dans toutes sortes de magasins bio en France pour trouver de bonnes betteraves crues et pas cuites dans du vinaigre. C'est pas bon tout ça. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez. Ukrainien, russe, borщ, bonne question politique d'ailleurs, n'est-ce pas, Christophe? C'est régional. Je pense qu'il y a borщ aussi, peut-être en Biélorussie, peut-être aussi en Pologne. Je ne connais pas la Pologne, pas du tout, donc je ne vais pas en parler. Mais ouais, les légumes sont là. La soupe de base est là. Les peuples sont là, différents, et ils font souvent plus ou moins la même cuisine. Donc, la cuisine nationale, après, elle est difficile à définir, même si je donne un webinaire qui s'appelle la cuisine russe. Ouais, de rien. Pas genre quoi. OK. La pomme de terre, kartoffel, un autre élément important de borщ et de beaucoup de soupes russes, mais qui, comme on a vu, n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Et au début, comme pour tous les autres produits nouveaux, c'est que la noblesse qui a le droit aux pommes de terre et après, ça devient très, très répandu partout. OK. Alors, ensuite, dans les soupes, donc pour récapituler, on a chi, soupe de base, on a borщ à base de betterave, et puis on commence à varier les bases ou à ajouter des ingrédients. On a toujours les choux et l'oignon et on ajoute des choses. Par exemple, rasolnik. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs cette soupe et ce mot, ou si c'est complètement nouveau pour vous. Il est beaucoup moins connu que borщ, hein, c'est sûr. Rasolnik, c'est une soupe où on ajoute des cornichons ou des cornichons salés à la russe. Et ça donne un autre goût. Vous gardez les choux, l'oignon, les carottes aussi, vous pouvez les mettre. Inconnu pour moi, Christophe, bah voilà, vous découvrez. Je suis contente que vous ayez découvert quelque chose. Et ensuite, on a ucha. Je pense que vous devez connaître ucha. En tout cas, c'est quand on fait du russe, on apprend ça souvent. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ucha?
c'est une soupe à base de poisson. Mais encore une fois, vous allez retrouver alors les choux dans Oukra, peut-être pas d'ailleurs. Là, je vais retirer les choux, hein. Je dirais qu'il n'y en a pas. Oui, 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 non, il n'y a pas. Mais on va retrouver les pommes de terre, les oignons et les carottes et puis le poisson. OK. Euh, voilà. Et, ah oui, attendez, j'avais un petit sondage à vous proposer. Juste une seconde que je m'y retrouve. Alors, ça, c'était un sondage. Est-ce qu'il y a, hop, est-ce que je peux accéder à l'autre? Stop sharing. Ah oui, je vous le montrer tout le temps, pardon, les résultats du sondage. OK, d'accord. Bon, je vais devenir un pro de Zoom très bientôt. Avant, j'étais un pro de Google Meet. Et alors, nom de plat russe. Non, c'est pas ça ce que je voulais montrer. OK. Euh, du coup, on continue. Les salades ou les macédoines de légumes, parce que j'ai du mal à les appeler salades à chaque fois. La plus connue, salade Olivier, que vous connaissez déjà. Et là, j'ai une très jolie présentation à la française. En fait, une présentation comme ça, elle est très, très récente pour la cuisine russe. On l'a adapté encore. On continue à adapter hein, les choses. Non, adopter et adapter les deux, en fait. Voilà, on les emprunte et on les adapte. Et du coup, cette jolie, jolie présentation comme ça, une sorte de, comment on appelle ça, une petite, c'est pas une pyramide, mais vous m'avez compris, c'est nouveau. La présentation classique que tous les Russes connaissent, qui est sur les tables de toute la Russie, c'est ça. Ça, c'est la bonne présentation de la salade d'Olivier. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme macédoine de légumes? La salade vinaigrette. Et on y arrive. C'était le sujet, la recette de ma présentation d'aujourd'hui. Salade vinaigrette par-ruski, vinaigrette. Est-ce qu'il y a parmi vous les gens qui connaissent déjà vinaigrette? Ça n'a rien à voir avec la vinaigrette française. Non, zéro connexion, zéro. Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un connaît ou a déjà goûté? Да, Марианна, отлично. Оливье нет, понятно. Отлично. Alors, ça va venir plus tard. Vinaigrette. J'en ai entendu parler, mais pas goûté. Bon, c'est peut-être l'occasion. Là, on va découvrir la recette de la salade de vinaigrette. OK? Et je pense que c'est assez facile à faire. Donc, vous pourrez toujours essayer de la préparer chez vous. J'avais mis, c'est un plat russe au nom français, justement. Et là, vous avez une présentation, encore une fois, à la française, très joliment présentée et décorée. Et ça, c'est la présentation à la russe. On mélange tout, on met dans un bol et voilà. On essaie de rendre joli aussi avec des petites herbes. Mais c'est beaucoup moins élégant normalement que les présentations françaises. Mais c'est très, très bon. Hein. Le goût est là, je vous assure. Donc ici, on voit que ça, je n'ai pas mis dans ma recette, mais je vous signale que vous pouvez toujours utiliser de l'aneth, plus que le persil d'ailleurs. L'aneth, cette herbe est mon herbe favorite de toute façon, et les Russes l'utilisent beaucoup aussi, l'aneth, pour agrémenter notamment les macédoines de légumes et plein d'autres plats. Il est très, très utilisé avec le poisson. Si vous faites du saumon dans le four, mettez de l'aneth par-dessus, un citron, et c'est très, très bon. Vraiment, je vous recommande. Alors, donc, la recette de la salade vinaigrette. Ah, pardon, là, j'allais présenter tous les... Non, on va faire la recette et après, on revient à la présentation des autres macédoines. Donc, les ingrédients, vous avez déjà deviné, ingredients, il y a des betteraves, svekla. Okay. Ensuite, il y a des carottes aussi. Puis, pommes de terre, obligé. Donc, carrément tout ce qui va dans un borscht, hein, sauf que ce n'est pas du borscht. Oignon, pareil. Cornichons, voilà, ça c'est important et vous pouvez mettre toutes sortes de cornichons. Les Russes vont mettre des trucs salés et en France, honnêtement,
j'ai beaucoup utilisé les cornichons français et c'est très bon. Et c'est très bien. Ça change un peu le goût, bien sûr, par rapport à ce qu'on mange en Russie, mais c'est pas grave. Ça convient très bien. D'ailleurs, cornichons en russe, on va dire tout simplement соленые огурцы или marинованные огурцы. Et on a un seul mot pour les cornichons et les concombres. Ça peut prêter à la confusion, mais il y a vraiment un seul mot, огурцы. Il n'y a pas de mot. Огурцы, cornichons, огурцы, concombre. Et des petits pois. Très important, ça donne un petit goût spécial à cette salade et en conserve, pas cru. Les cornichons en conserve bien évidemment aussi. Alors, je vous ai mis tout ça en russe pour ceux qui veulent se rappeler des mots russes. Je viens de prononcer tout ça. Свекла, морковь, картофель, лук, соленые огурцы, зеленый горошек. Non, on dit aussi cornichon, je crois. Ok, cornichon, bien sûr, on peut le dire, mais là, c'est un emprunt très, très récent, si on le dit. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens russes, surtout en Provence, qui ne connaissent pas le mot cornichon. Non, ils disent огурцы, croyez-moi. Ok. Ah oui, non. Ah oui, oui, d'accord. Donc maintenant, la recette. La recette, je vous ai mis les quantités pour ceux qui veulent se mettre à la préparation. Vous pouvez prendre 2 betteraves, 2 свеклы, 2 carottes, 2 морковки. О, извините, я приготовилась. 2 морковки. 2 морковки. Майя, я потом могу прислать презентацию. Вы можете не снимать, я вам пришлю. Не переживайте. Да-да, свекла, 2. 2 моркови. Okay. 4-5 pommes de terre, картофель, картофелин или картошек. 4 или 5 картошек. 1 лук, un oignon. J'ai pas d'oignon. Hein. Ouais, j'ai 250 grammes de cornichons et 250 grammes de petits pois en conserve. Voilà, en gros, c'est ça. Et il vous faudra de l'huile. Moi, en bonne petite fille de ma grand-mère qui vient du sud de la Russie, j'utilise uniquement l'huile de tournesol pour ce genre de macédoine. L'huile d'olive va donner un goût beaucoup plus prononcé, donc je ne vous recommande pas. Vraiment, un truc de base, soit l'huile de colza ou de tournesol. Ça convient très, très bien. Alors, donc, comment le préparer? Juste une seconde. Oui. Qu'est-ce qui est important dans cette recette? Les légumes doivent être... Attendez, il est où là? Ah oui, oui, d'accord, pardon. Donc là, j'ai repris, je reprends encore une fois, mais vous le connaissez tous. Mais les images sont jolies, ça fait toujours plaisir et les mots sont là. Les petits pois, oui, j'ai trouvé cette magnifique image des petits pois Bonduelle qui sont vendus en Russie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez regarder la boîte de conserve avec tous les mots en russe. Горошек, le pois, les petits pois. Органический, bio, c'est important ça. Product, органический product, un produit bio, 100%, organique, etc. Huile de tournesol, comme je vous ai dit, подсолнечное масло ou bien huile de colza. Plus facile peut-être à trouver. Enfin, il y a les deux dans les supermarchés français, mais l'huile de colza convient très bien à рапсовое масло. Les étapes de préparation. Il est très important de faire cuire tous les... Спасибо за отправление презентации, очень интересно. Я еще не отправила, Марианна, но я потом отправлю, да, хорошо. Marianne me dit merci d'avoir envoyé la présentation, mais je ne l'ai pas encore envoyée, je vais le faire. Oui. Ok. Donc, les étapes de la préparation. Il faut faire cuire les légumes. Vous prenez les betteraves, свеклу, les carottes, морковь, les patates, картошку, et vous mettez tout ça dans une casserole. Pour les faire, vous ne les pelez pas. Il est très important de ne pas peler. Vous gardez la peau. Ça, c'est l'élément le plus important. Et vous faites cuire tout ça jusqu'à
Euh, je ne sais pas combien de minutes, tout dépend du feu, je dirais une vingtaine de minutes. Il ne faut pas que ça tombe en miettes, hein, mais il faut que ça soit bien cuit en même temps. Ensuite, étape 2, вторая étape. Vous faites partir l'eau et vous laissez refroidir tous ces légumes parce qu'il est très difficile de les peler quand ils sont chauds. Vous allez vous brûler tout simplement. Donc, les laisser refroidir pour que vous puissiez les peler. Ensuite, troisième étape, peler les légumes. Puis, une fois pelés, vous les coupez en dés, comme ici. На кубики. En russe, on dit cube. On ne dit pas les dés, on dit порезать кубиками. Порезать кубиками. Petit ou grand, ça dépend vraiment des habitudes. Chaque cuisinier ou cuisinière a ses propres habitudes euh, pour la taille des dés. Moi, je coupe petit d'habitude. Et après, vous prenez les cornichons, vous les coupez en petits dés pareil, et les petits pois, il ne faut pas les couper, il faut juste les sortir de leur boîte, les petits pois en conserve. Vous mélangez tout ça, vous mélangez, vous pouvez rajouter de la nette si vous voulez, et de l'huile de tournesol, comme on vient de dire. Et voilà, votre salade est prête. La salade vinaigrette, qui n'a rien à voir avec la vinaigrette, parce qu'on n'ajoute pas du tout de produits acides à cette salade-là. Non. Alors, ensuite, une petite image de... Ah oui, pardon, non, j'avais encore deux ou trois. Excusez-moi, je voulais quand même vous présenter. Je crois qu'ils sont plutôt... Je ne suis pas allée dans le bon sens. Une seconde, ça va arriver. Ah oui, il y a d'autres macédoines de légumes qu'on appelle salade en russe. Et ça vous paraît très bizarre, je sais, mais c'est comme ça, on va dire que c'est une salade. C'est l'autre patchoub, c'est aussi considéré comme une sorte de salade. Hein. Mais parce que salade, pour nous, c'est souvent une macédoine où on mélange beaucoup de choses. Alors, c'est l'autre patchoub, le hareng. C'est un régal, d'accord, vous aimez bien, bah, parfait, oui. En tout cas, c'est très, très original. Hein. Le hareng sous le manteau de fourrure. C'est un nom qui est très inventif, on va dire, un peu bizarre, n'est-ce pas? Un hareng, une fourrure, c'est bizarre, mais tout s'explique quand vous voyez le produit fini, parce que effectivement, c'est en couche. Hein. Il y a du hareng salé dans l'huile et après, vous mettez des couches, un œuf, je pense, oui, de l'œuf. Je ne suis pas un pro de ça. Hein. Je le prépare très, très rarement. Vraiment, je l'ai fait 2 fois dans ma vie, je pense. Donc, il y a de l'œuf, puis bon, des carottes, des betteraves, on voit bien. Et il y a une petite couche, oui, c'est des oignons, je crois bien. Hein. Et tout ça mélangé avec de la mayonnaise. Très bien présenté ici. Encore une fois, c'est une présentation à la française, mais très, très jolie. Очень вкусно, Marianne. Замечательно. Tu aimes aussi, Marianne. Super. Ouais. Pour moi, il faut du courage pour préparer ce truc. C'est quand même un peu laboureux. Mais vous pouvez trouver une recette et essayer si vous voulez vraiment goûter. Ou peut-être il y a des restos russes qui le servent. Donc, c'est l'autre patchoub, une variété de salade russe. Et une autre, la salade mimosa. Alors, celle-ci, je pense qu'elle est le moins connue, non? La moins connue, pardon. Est-ce que quelqu'un connaît la salade mimosa? Pas de réaction pour l'instant. Je regarde un peu l'heure. Ouais, il faudrait que je me dépêche. Oui, le nom, d'accord. Vous le connaissez de nom, pas mal. Bon, c'est une sorte de mélange. Alors, il y a souvent du thon au milieu. Hein. La couche moyenne, c'est du thon avec de la mayonnaise. Ok, по-французски, да. Ça existe en français? C'est un plat qui existe dans la cuisine française, Marianne? Tu me dis по-французски, да. Je ne savais pas, je pensais que c'était un truc complètement russe. Alors, si ça existe en France, tant mieux, hein. C'est intéressant, mais je ne crois pas. Ah, des œufs mimosa. D'accord, voilà. Oui, des œufs mimosa. Donc, ça doit être inspiré de ce plat français. Encore une fois, on a adopté et puis adapté. Et maintenant, on appelle ça un plat russe. Ok. Je ne savais pas, ouais, je ne connaissais pas bien les œufs mimosa. Merci, Marianne. Les enfants préparent
9 ans pour la fête des mamans. D'accord. Ok, super ça. Parfait. Bon, en tout cas, c'était pour les macédoines. Il y en a 4, du coup. Salade russe, salade vinaigrette, le hareng sur le manteau de fourrure, salade mimosa. C'est des plus connus. Après, il y en a d'autres, des variations. Et on va avancer. Alors, oui, la présentation est faite de sorte que je ne peux pas avancer très, très vite, mais j'allais vous lancer un petit sondage, un dernier. Ah oui, la table russe. Donc, je tenais absolument à vous présenter une table que moi, je trouve typique de Russie. Par exemple, ça pourrait être une fête d'anniversaire dans une famille russe lambda, une famille tout à fait ordinaire. Et vous y trouvez. Donc là, au milieu, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mon pointeur, hein, ça, je ne suis pas sûre qu'on le voit. Mais en tout cas, au plein milieu de la table, il y a, on voit très bien, voilà, merci beaucoup Annie. On voit le hareng sous le manteau de fourrure, hein. C'est juste que la présentation vous le cache avec les betteraves qui sont comme ça tout autour, mais c'est bien ça, c'est le hareng. Ensuite, vous avez toutes sortes de zakouski, de petits canapés, il y en a même avec du caviar, des légumes crus coupés, огурцы, помидоры, перец, болгарский перец, coupés comme ça pour s'en servir, des champignons marinés ici, puis de la charcuterie précoupée. Là, ça doit être, c'est pas la salade d'olivier, je sais pas quelle, c'est une autre. Ah, j'ai du mal à vous dire ce que c'est, je ne reconnais pas, mais c'est une autre macédoine mélangée. Derrière, là, derrière les 2 bouteilles de champagne, il y a la salade mimosa. Et voilà, et là encore, vous avez je pense que c'est des poivrons marinés. Ouais. Et dans l'huile en plus. Donc, et des pirachki, pardon, le plus important, les pirachki que vous voyez quand on fête un anniversaire russe ou juste on invite à un dîner, on met tout d'emblée sur la table. En France, on est servi, enfin, les plats arrivent l'un après l'autre, les entrées d'abord, puis le plat principal, puis le dessert. Et en russe, on met tout sur la table, vous vous servez quand sырный салат. Oui, c'est vrai, ça existe aussi, salade de fromage. J'aurai pas le temps d'en parler là. Marianne, tu m'excuseras une autre fois peut-être. Ok. Et je l'aime pas beaucoup, du coup, je suis pas experte dans ces salades-là. Donc, la différence avec la France, c'est que tout est sur la table et vous vous servez. C'est comme un buffet en fait, sauf que les gens restent assis, ils discutent, tout le monde se sert. Et ce qui manque ici, c'est les desserts. Les desserts arrivent après, effectivement. Par exemple, le Napoléon. Et là, je voulais vous lancer un autre petit sondage. Et ça va être trop facile pour vous tous, mais je le lance quand même. C'est pas un sondage, c'est une sorte de quiz. Ok, хорошо, нет проблем. Спасибо, Marianne. Да, все ли видят les noms des plats russes? Donc, je vous propose de me dire, ouais, qu'est-ce que chacun des noms signifie, à quelle catégorie des plats qu'on peut leur apporter. Я голодна. Ah oui, Hélène, je vous comprends. Moi aussi, je commence à avoir faim. Я голодна, да, я тоже. Hélène, по-русски мы чаще всего говорим «я хочу есть». «Я хочу есть». Это то же самое, что «я голодна», но просто в обычной речи люди чаще говорят «я хочу есть». On dit le plus souvent «я хочу есть», «je veux manger», au lieu de «j'ai faim», «я голодна». Так, это я ответила Марианне. Ой-ой-ой, так, нет-нет, я должна всем написать. Одну секундочку. Alors, Hélène, voilà, là c'est bon. Il y a тоже хочу есть. Отлично. Ok. Alors, tout le monde n'a pas fait le quiz. Il y a 4 réponses, mais toutes les réponses sont bonnes. Donc, du coup, je vais vous les afficher.
Bravo, vous avez très bien, vous connaissez peut-être déjà ou peut-être vous avez bien écouté ce que j'avais à raconter. Chi, c'est une soupe. Olivier, c'est une salade. Et Napoléon, c'est un dessert. Bravo. OK, super. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser. Vous pouvez, oui, vous pouvez allumer votre micro. Je ne sais pas comment je vais gérer tout ça. Ah oui, приятного аппетита, pardon. Oui, à la fin, je voulais vous dire ça pour tous qui vont manger. Et aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais leur présenter mes autres activités. Donc, je donne des cours collectifs, des cours particuliers, des cours de conversation et vous pouvez tous les retrouver sur mon site avalangue.fr. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Et là, on va prendre les questions, s'il vous plaît. Et donc, plus de présentation. Voilà, comme ça, c'est mieux. Si vous avez des questions, allez-y, hein, vous pouvez allumer votre micro Mm. ou écrire. Bonjour Inga, on m'entend ou pas? Inga. Oui, oui, je vous entends. Est-ce que les autres entendent aussi? Donc, vous pouvez vous présenter parce que je ne vois pas vraiment. C'est Marianne. Ah, Voilà. Marie, salut. Ouais. J'avais une petite question à vous poser parce que c'est très intéressant. J'ai pas mal d'élèves qui font russe et je voulais savoir si vous referiez des petits ateliers comme ça pour qu'ils puissent se connecter. Donc, les élèves russes ou les élèves qui apprennent le russe? Oui, j'ai des élèves français qui apprennent le russe. D'accord. Et moi, ça Euh, m'intéressait pour eux parce que c'est bien de faire. J'ai pas le temps toujours de faire de la culture. oui, alors, moi, ce que je fais pour se connecter, c'est des ateliers de conversation et qui couvrent des sujets très, très différents. Il y a effectivement des sujets culturels et puis d'autres, des sujets d'actualité, plein de choses. Je vous ai confondu, je pensais que vous étiez une autre Marianne que je connaissais, désolée, une jeune fille. Pardon. Je- ouais. Donc oui, les ateliers de conversation, c'est sur mon site. Pareil, si vous voulez qu'on prenne contact après Ça m'intéresserait parce que Ouais. Est-ce que j'ai votre mail? Vous pouvez me l'envoyer en privé, s'il vous plaît. je vous l'envoie. Vous n'arrivez pas parce il y a à vous, je peux vous écrire en privé, mais si vous ne trouvez pas, Si, si, vous je l'envoie ferai. en mail, en privé. Ok. Oui, oui, oui. Ok. Bon, merci beaucoup, Inga. C'était Bah, très. merci à vous. Ouais, merci d'être venu. Mhm. Si on n'a pas été en contact par mail avec vous, donc écrivez-moi sur ingavandelin@langue.fr. Et sur le site, il y a aussi pas mal d'infos, mais écrivez-moi hein, en direct. Oui, d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, je suis débutant, j'apprends seule. OK, oui, c'est bien et c'est difficile hein, d'apprendre seule. Donc, alors, j'apprends le russe depuis 3 ans, Annie, beaucoup de grammaire, mais oral nul. Justement, il y a des ateliers de conversation. Maya connaît très bien. Alors, Maya, si vous voulez prendre parole et si vous avez une question à poser, là, votre son est coupé. Il faut allumer le son, Maya. Il faut allumer le son, Maya. Regardez, il faut ouvrir le micro. C'est Euh, bon? Vous oui, m'entendez? oui. Là, je vous entends, oui. Très Tout le bien. monde vous entend. Bien, Mhm. bonjour à tous les participants. Oui, que voulez-vous que je dise, Nika? Ah Moi, non, mais je pensais que vous aviez une question ou si non, pas du tout, je n'ai pas de Ah, questions. d'accord. OK. Et pour les Mais ateliers de conversation, vous pour pouvez les peut-être ateliers de dire. Ouais. conversation, oui. Moi, j'ai suivi plusieurs fois les cours de conversation avec Inga et vraiment, je les recommande parce que on est vraiment éclairé sur de nombreux points, non seulement grammaticaux, mais aussi la prononciation et évidemment beaucoup d'éléments ajoutés, anecdotiques concernant la culture, le contexte. Voilà. Et ça, c'est absolument très intéressant comme pour délier la langue, pour S'améliorer. oui, pour s'améliorer. Oui, merci beaucoup Maya pour Je vous en prie. ouais, merci. Donc oui, effectivement, ça peut être intéressant pour plein de gens qui apprennent. Si vous avez des questions concernant la cuisine ou la présentation ou autre chose, allez-y. Hein. C'est avec plaisir que je répondrai. Non, non, non. Alors, ok. Alors, j'ai une toute dernière
question pas question. En fait, je suis spécialisée en cuisine. Je ne suis pas spécialisée moi non plus. Je ne suis pas spécialisée en cuisine. J'ai un dernier petit sondage à vous lancer concernant les sujets à venir, parce que j'espère pouvoir tenir des webinaires comme ça tous les mois. Je ne vais pas pouvoir le faire plus souvent, mais tous les mois, oui. Et là, je vous demande de choisir un sujet qui vous intéresse parmi 4 sujets. Donc, fêtes et traditions russes pour le prochain webinaire. Fêtes et traditions russes, les différents peuples de Russie, parce qu'on sait que la Russie, c'est un pays vraiment de multi-peuples, multi-ethniques, si vous voulez. Il n'y a pas que les Russes, il y a plein d'autres peuples qui habitent ce pays. Le cinéma russe du XXe siècle, donc le cinéma soviétique et russe, ou bien le cinéma russe contemporain, le XXIe siècle, les films qui sortent maintenant. Si vous pouvez me donner quelques idées, ce serait bien. Je vous remercie pour avoir été là. J'espère que ça vous a été utile. Ceux d'entre vous qui souhaitent recevoir la présentation, alors, merci à vous, merci beaucoup Annie. Vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît, un message. Si vous souhaitez recevoir. Bon, Maya, je note, je sais que vous voulez, parce que oui, et merci à tout le monde. Je dois réviser un peu Christophe. Ah bah bravo. Si ma présentation vous a... Maya, vous pouvez couper votre micro parce que tout le monde vous attend, vous entend sinon. Alors Christophe, si la présentation vous a donné envie de réviser, waouh, je suis très très contente. Oui, merci Hélène. Oui, je vous enverrai la présentation, ok, mais je n'ai pas les mails de tout le monde, donc ceux qui ne me connaissent pas encore, avec qui je n'ai pas été en contact par mail, qui n'a pas reçu mes messages, envoyez-moi un message s'il vous plaît, et j'ai noté mon mail inga.vandelan@valang.fr, ou vous allez juste sur le site, formulaire contact, et je recevrai. Qui a déjà été en Russie dans le groupe? Ah, bonne question pour tout le monde, si vous pouvez répondre par chat. Et oui, désolée, j'ai dépassé mon temps. Moi, Maya, Maya a été. Oui, je sais, Maya. Oui, moi, Stéphane a été en Russie. Super, Stéphane. Oui, il y a longtemps. Oui, oui, oui. L'histoire, tradition, peuple, danse... Chapsin, danse chapsin, c'est quoi chapsin? Je ne comprends pas. Ok, donc c'est les sujets qui vous intéressent, Christophe. Ah, chanson, ok, parfait. Ah, vous voulez chanter, vous voulez un atelier de chant? Moi, j'aime bien chanter. Les chansons populaires, surtout les chansons pas populaires, folkloriques. Comment dire? Non, il n'y a pas de mot en français qui explique ce que je veux dire. Les chansons qui ont été chantées dans les villages, voilà. Katyusha, ce n'est pas une chanson de village, mais on la connaît, c'est très bien. Ouais. Ok, super. Donc, je vois dans vos réponses que les différents peuples de Russie vous intéressent un peu plus que les fêtes et traditions. En fait, c'est un peu lié. J'en prends note. Si ce n'est pas pour le webinaire prochain, de toute façon, ça va être bientôt. Je vais présenter ce sujet avec beaucoup de plaisir. Je veux remercier encore une fois d'avoir été là. Très bon dimanche. Pensez à faire peut-être la salade vinaigrette aujourd'hui ou plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je répondrai avec plaisir. J'ai une amie, Evenk, qui est tatar. Magnifique ça. Oui, oui, oui. Le peuple Evenk, ouais, c'est un peuple de Sibérie. Elle est tatar, bien sûr. C'est un peuple... Ils sont là depuis le XIIIe siècle. Hein. C'est comme des Russes, les Tatars. Ok. Bon, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. Заканчиваю, показываю вам результаты и буду заканчивать уже презентацию. Je vais terminer donc le Zoom. Bon dimanche, до скорого. Спасибо. Да, всем Спасибо. 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 Je vais écrire ça aussi. Всем спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Отключаемся. Donc, je vais terminer le Zoom. Vous allez tous être déconnectés.
Bon dimanche à tous. До свидания. До скорого. C'était court. Non, c'était long. D'accord, Christophe, merci. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Отключаю. Je déconnecte. Voilà.